À la dernière étape de leur excursion, ces étudiants du master en environnement ont visité les écosystèmes caractéristiques de la forêt ombrophile de montagne de Teza. À l'intérieur de cette dernière, ils ont remarqué un des exemples de la dégradation auquel cette forêt a été soumise. Le botaniste Joël Ndaïchimiye et l'écologiste André Ndouimana ont tour à tour expliqué les caractéristiques et les menaces auxquelles fait face cette forêt. Nous sommes effectivement à la dernière étape des séances de journée que nous avons organisées pour les excursions. Alors aujourd'hui, nous visitons un autre type d'homilier que nous avons enseigné au cours, qui correspond à une forêt ombrophile de montagne. Nous avons vu une autre forêt qui ressemble à celle-là, mais qui est de basse altitude, que nous avons vu à Kigwena et que nous avons qualifié de forêt péri-guinéenne. Alors, nous sommes au niveau du parc national de la Kibira. C'est aussi un des grands parcs que nous avons, comme celui du parc national de la Louvobo. Contrairement à cela, c'est une savane et là c'est une forêt de montagne. Alors, si on commence à le localiser donc, au niveau géographique, dans les frontières administratives, d'abord il est organisé sur le schéma de gestion qu'on appelle des secteurs. Il y a 4 secteurs. Il y a le secteur Teza, là où nous sommes. Il y a le secteur Musigati. Il y a le secteur Guegura plus loin. Et enfin le secteur Mabaye. Alors le secteur Teza partage avec la commune de Lugazi, de l'autre côté, qui est ici en bas. Avec Bukeye et Muramvya. Et une partie de Matongo. Alors, là où nous sommes, c'est à l'intérieur, donc c'est le site de Rusarenda. Alors, les caractéristiques de la forêt de montagne sont lesquelles? Si vous regardez le sous-bois, vous n'allez pas trouver de graminées. Le sous-bois, vous n'allez pas trouver de graminées. Par contre, ce sont des herbacées. Alors, les arbres sont répartis sous forme de strates. Même si vous regardez plus loin, vous voyez qu'il y a des arbres qui sont géants et d'autres qui ont des niveaux intermédiaires. N'est-ce pas? Regardez au niveau des branches des arbres. Vous allez rencontrer des épiphytes. C'est notamment les types de lichens que vous avez étudiés dans les cours antérieurs, où nous avons des lichens filamentés, foliacés, friticulés, crustacés et ainsi de suite. Quand on va monter là, on va essayer de les voir. Voilà. Plus loin, quand on va descendre vers la vallée, vous allez rencontrer une autre caractéristique de cette forêt, c'est la présence des grands fougères. Il y a des grands fougères qu'on appelle les Cyathea maniana, comme vous a enseigné. Ça, c'est au niveau de... Donc, les espèces sont réparties selon les étages tels que nous l'avons enseigné. Il y a plusieurs étages. L'étage inférieur, moyen, donc qu'on appelle intermédiaire, et l'étage supérieur, et puis subalpin. L'étage subalpin, nous n'allons pas la voir ici, mais quand on regarde plus loin, on peut voir au sommet qu'il n'y a pas d'arbres. Il y a la présence d'une formation végétale qu'on appelle les bruyères, qui sont formées essentiellement par les espèces de la famille des Ericacées. Lorsqu'on va descendre du côté du barrage, on pourra les voir au niveau de la route, ces Ericacées. Il n'y a pas d'arbres au sommet, il y a des conditions qui font qu'il y a beaucoup de vent qui ne permettent pas cette installation des grands arbres. Quand on va descendre à l'intérieur de la forêt, vous allez voir que la forêt n'est plus fermée. La forêt est dégradée, complètement dégradée, mais quand on regarde plus loin, on dirait que c'est une forêt fermée alors qu'elle n'est plus fermée. C'est une forêt ouverte qui a été complètement dégradée par l'homme. Il y a plusieurs formes de dégradation, on va les citer. Alors, quand on parle également
si on passe au niveau de la deuxième étape, c'est-à-dire les menaces, le parc national de la Kibira, si l'entièreté de ces secteurs, il a été vraiment dégradé. Bien sûr, les formes de dégradation ne sont pas réparties de la même manière, ils sont spécifiques pour chaque secteur. Ce que nous avons vu au niveau du secteur TESA, c'est beaucoup plus la recherche des plantes médicinales, la litière, donc amassé, la litière. Mais bien sûr, il y a cet abattage des arbres de manière non contrôlée. Dans la même continuité des explications à propos des différents écosystèmes qui se trouvent dans la forêt de la Kibira d'Oteza, le docteur Joël Ndaïchimier a montré aux étudiants les différents types de plantes que l'on trouve dans cette forêt et les menaces qui guettent les écosystèmes de ce joyau naturel. Ce qu'on appelle les hémiparasites. Et parmi les hémis, dont les plantes dont les hémiparasites, il y a la famille des Loanta, Singurukizi. Ça commence à vraiment c'est une menace pour beaucoup d'écosystèmes. Il y a des travaux qui ont été réalisés avec Madame Bernadette. Vous pouvez vous aller faire pour étudier les espèces de la famille des Rorantacées qui sont des... Alors, nous sommes en train de parler de la dégradation. Il y a aussi une autre espèce ici qu'on appelle le Cercostachys scandens. C'est une espèce de la famille des Amarantacées. C'est une liane. On va parler que c'est une liane tueuse ou étranglante. Ça veut dire qu'elle pousse ici les autres espèces, les autres arbres, et ça finit par les étrangler. Donc ça, ils empêchent normalement de réaliser la photosynthèse. Et ça crée alors ce qu'on appelle des clairières. Ça fait des clairières. Et alors les clairières sont des ouvertures à l'intérieur de la forêt. Et quand ces clairières se forment, alors ça peut être aussi une forme positive de renouvellement de la biodiversité dans une forêt. Mais malheureusement, ça commence à prendre une grande ampleur pour... Alors, il y a un collègue, André, qui s'appelle Richard, qui a travaillé sur ça. Je crois que vous pouvez visiter sa thèse pour étudier ça. Voilà. À côté de ça, vous avez beaucoup de plantes qui sont comestibles. Ce qu'on appelle les épinards sauvages qui sont comestibles. Et là, je parle aussi des fruits qui sont très recherchés. Il y a plus donc ça a une grande importance. Il y a plusieurs services écosystémiques qui sont fournis par cette forêt. Nous sommes encore une fois dans les formes de dégradation. Je reviens sur les formes de dégradation. Si vous voyez ce qui a été fait ici au niveau de ce site, ceux qui ont étudié l'écologie des paysages savent que parmi les processus de transformation spatiale, on a parlé de la création, de la perforation, de la fragmentation, ainsi de suite. Donc, ils ont créé une tâche, et en plus, la tâche ici, ça s'est agrandi. Vous voyez qu'on a apporté beaucoup d'espèces qui étaient ici. Ce qui fait qu'au niveau de la route, ou bien au niveau de la lisière, donc, si cet espace, vous allez rencontrer la présence des hérubacées, notamment le Crassocéphalum montiosum, ce qui veut dire que c'est une forme de secondarisation. Donc il y a une reprise de la végétation pour tendre vers la forêt climatique qui est moins perturbée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le climax. Mais je ne sais pas si ça va arriver. Bon, à cet endroit, bien sûr, il y a idée. C'était un sol nu, on peut penser qu'à long terme, on pourra tendre vers une jachère et qui va évoluer certainement vers une forêt secondaire ou primaire. Je ne sais pas si ça va y arriver,
dans cet espace. Mais quand même, au niveau de la route, c'est-à-dire au niveau de la lisière, on peut espérer que si on ne touche pas, que ça pourra évoluer vers le climax. Donc il y a des espèces qui montrent la secondarisation. À côté de ça, il y a beaucoup d'espèces de la famille des Malvacées qu'on appelle les Triompheta. Il y a beaucoup d'astéracées. Il y a beaucoup d'astéracées. Les lobélias. On va les voir quand on va entrer dans la forêt. En complément aux explications du docteur Joël Ndaïchimiye sur les différents écosystèmes de la forêt de la Kibira, les menaces et les dégradations qui s'y observent, le docteur André Ndouimana, quant à lui, soulignait les impacts de cette dégradation et quelques mesures d'atténuation. Ce que je voudrais dire seulement, c'est des activités qui sont programmées pour un projet. On doit montrer si on a des impacts qui peuvent être réversibles, des impacts qui peuvent ne pas être réversibles, et on propose même des mesures d'atténuation. Et si vous regardez ici, d'abord celui qui a fait ça devrait avoir montré que l'impact sur cette forêt, c'est un impact vraiment très dommageable et irréversible. Si on juge effectivement qu'on doit le faire, ils auraient au moins pris la peine de faire quoi? De proposer des mesures d'atténuation. Et pourquoi on dit que ici ça ne sera pas facile la reconstitution? C'est parce qu'on n'a rien fait pour au moins atténuer l'érosion. Si vous regardez là, à côté de la forêt, vous voyez quand même il y a une tendance à la secondarisation, une tendance à la cicatrisation. Mais ici, tu vois que l'érosion fait son travail. Et là, ça sera très difficile. On ne peut même pas penser que ici la forêt va encore se réinstaller. Donc ça, c'est quelque chose qui montre qu'il y a des projets. Et le problème, c'est que c'est un projet qu'on appelle des éléphants blancs. Parce que quand c'est un projet qui n'arrive même pas à terme, là c'est un problème. Et quand un projet aussi qui cause la dégradation de l'environnement. C'est ça. Il vous a parlé de ces forêts-là, de l'étagement. L'élément moteur de l'étagement ici, généralement, c'est l'altitude. Et l'altitude va avec quoi? Température. La température, c'est-à-dire, généralement, la température, c'est-à-dire que plus vous quittez, vous montez autour de 180 mètres, vous descendez d'un degré. Ok? 180 mètres. Oui. Et quand alors à ce moment-là, au niveau des sommets, des montagnes, là vous n'allez pas avoir, vous allez avoir des espèces qui sont adaptées au froid qui est vraiment très intense. Et vous êtes sur les montagnes comme Kilimanjaro, là vous avez la neige. Et vous avez même des sources maintenant qui prennent, des torrents qui prennent des sources dans ces montagnes qui inondent les écosystèmes qui sont en dessous. Et ce qui est bon effectivement pour ces écosystèmes montagnards, c'est que ça aide effectivement à... Ce sont des protecteurs des puits d'eau. Et c'est des sources. Et là, je pense que il y a beaucoup de rivières qui prennent source dans cette forêt-là. Et couper une forêt, alors une forêt de laquelle prennent source les rivières, vous comprenez les effets indirects qu'on va avoir aussi sur les autres écosystèmes, même sur les individus, les populations qui vivent de cette eau. Donc, c'est-à-dire que c'est un impact qu'on aurait, en tout cas à mon avis, pu mettre en relief, et qu'il y a d'autres sources de carrière. Je pense que ce n'était pas opportun qu'on cherche la carrière à son niveau. Bon, pour moi. Le docteur Joël Ndaïchimiye a aussi situé les autres réserves forestières à l'échelle nationale. Comme nous avons parlé des forêts de montagne, il faut que je constitue les autres forêts à l'échelle nationale. À part celle-là, donc ça se trouve ici la crête Congo-Nil. À part celle-là, on va trouver une autre en Potsa, Murusaka. Plus loin, on va trouver une autre à Monge. À Monge, entre Acheval Mugamba, Mukike, Muruta, donc ainsi de suite. Plus loin, on va arriver à Bururi.
dans la réserve naturelle forestière de Bururi, qui est aussi bien protégée comme celle-là. Et encore plus loin, en bas, on ne la cite pas beaucoup, mais ça existe. C'est à Kaberenge. C'est à Vyanda, c'est sur la crête. C'est aussi derrière. Niba mwama mumva makuru donc la station de la radio yitwa Kaberenge niho c'est au sommet ni hajya hejuru mu Kigoyena. Il y a une forêt de montagne mais qu'on ne dit pas beaucoup dans la littérature muga irahari. Oui, c'est plus loin. Hein. Oui. C'est protégé, c'est protégé mais quand même il y a des formes de dégradation qui sont là. Le docteur Joël Ndayishimiye a bouclé ses explications en informant aux étudiants les différents types d'arbres que l'on trouve dans cette réserve de la Kibira et leurs vertus médicinales. Même si c'était d'entre vous bazizi, hariho cyane cyane umungo mwagiye murabona même dans les en périphérie hariho umungo nico giti mbona kiduga kigororotse gaca kimira kigira nk'umutaka hejuru. Le Policias filiva. Alors, umungo. Muri ko muraraba muri forêt murayibona ko ariyo iri c'est réparti sur plusieurs étages. Alors, hari ikindi naco tuza kubona cyo bita umuyove. Naco tuza kubona c'est le grand arbre qui a la circonférence ou le diamètre qui est le plus grand parmi toutes ces forêts de montagne. À côté de ça, il y a une espèce pour le moment qui est en train d'être étudiée par l'OBPE, c'est le Prunus africana, Umuremera. C'est une plante qui est très recherchée au point de vue médicinal. Il y a même des études qui ont été réalisées soit en Tanzanie ou au Cameroun pour étudier les stocks de Prunus africana qu'on a pour permettre à l'exploitation. C'est une espèce qui est déjà inscrite sur la liste rouge des espèces. J'aimerais dire, quand on parle de la liste des espèces rouges, c'est une espèce normalement qu'on doit protéger, qui est destinée à la commercialisation.